Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'IRO, alors pas uniquement de bisphosphonates, puisque comme on va le voir, il y a une autre molécule qui est de plus en plus prescrite. Les IRO, ce sont les inhibiteurs de la résorption osseuse. Et donc il y a plusieurs familles, dont deux dont on va parler, les biphosphonates, mais également le denosumab. Donc on va parler de prévention et de prise en charge de ces nécroses de la mâchoire. Donc moi, je suis le professeur Géraldine Nescaille, je suis chef du service de médecine bucco-dentaire de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Je suis donc à la fois hospitalière et universitaire. Je suis enseignant-chercheur donc en chirurgie orale et donc je suis par ailleurs présidente du collège des enseignants de chirurgie orale en France. Donc, vous voyez ICD ici parce que notre bâtiment s'appelle Institut de chirurgie dentaire, mais c'est également le service de médecine bucco-dentaire. Donc, juste pour, pour que vous compreniez bien, donc à Paris, à la PHP, nous avons plusieurs services qui prennent en charge les patients et qui sont des centres, qui sont des services hospitalo-universitaires où nous accueillons nos étudiants. Il y a 6 services principaux, dont la Pitié-Salpêtrière, donc que vous pouvez voir ici, donc un très joli site et qu'un très très gros hôpital. Et donc, nous avons à prendre en charge tous les patients de l'hôpital, ça fait beaucoup de monde, et notamment les patients de rhumatologie et d'oncologie qui sont traités par ces IRO. Voilà, je voulais faire une petite entrée en matière pour vous expliquer qui je suis, ce que nous faisons. Donc pour en venir vraiment donc à notre sujet, des nécroses des mâchoires, elles peuvent être de différentes origines. Elles sont le plus souvent en lien avec un traitement, donc notamment les ostéonécroses des mâchoires, les ONM, donc que vous pouvez voir ici en lien avec ces deux types de traitements que sont le dénosumab et les biphosphonates, ou encore les ORN qui sont liés à la radiothérapie. Mais par ailleurs, on peut avoir bien d'autres causes d'ostéite et d'ostéomyélite des mâchoires qui peuvent être liées effectivement à une infection ou un geste dentaire ou dans le cadre de pathologies comme le syndrome SAPHO ou encore dans l'ostéopétrose ou encore d'autres pathologies sur les dysplasies sémento-osseuses, notamment des mâchoires. Mais aujourd'hui, nous allons parler des ostéonécroses des mâchoires induites par différents traitements. Donc, alors, ces ostéonécroses, on en parle depuis 2003, puisque on a commencé à décrire le premier cas, comme vous voyez ici, dans la littérature, par le docteur Marx, qui a également décrit les premiers cas d'ostéoradionécrose. Donc, décidément, ce médecin est donc très spécialisé dans les nécroses des mâchoires. Et à partir de là, ça a été un petit peu la panique, comme l'illustre ma figure. Depuis, nous avons de nombreuses publications, comme vous pouvez le voir ici, entre 2000 ces 10 dernières années, le nombre de publications est très important. Alors pendant la Covid, évidemment, il y avait d'autres sujets de publication, comme vous pouvez le voir, mais néanmoins, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et dont on parle toujours autant. Et on va voir pourquoi. Alors déjà, pour savoir de quoi on parle, il faut savoir à quoi ça ressemble une ostéonécrose des mâchoires, parce que je ne suis pas sûre que vous en ayez déjà tous vu, et peut-être tant mieux d'ailleurs, mais l'important c'est de pouvoir justement de savoir quand même les diagnostiquer pour améliorer également la prise en charge par la suite. Donc premier élément important, comment diagnostiquer ces nécroses et à quoi ça ressemble. Alors déjà, comme je vous le disais, ces nécroses, elles peuvent être induites par des inhibiteurs de la résorption osseuse, comme les bisphosphonates, mais pas que, puisque le denosumab est une molécule qui est apparue ces 15 dernières années et qui est maintenant largement prescrit, et beaucoup plus maintenant que les biphosphonates, et qui donne, comme on va le voir, également des nécroses des mâchoires. Parallèlement à ces molécules anti-résorptives osseuses, il y a également des agents anti-angiogéniques qui sont connus pour donner des nécroses des mâchoires, mais qui en donnent finalement extrêmement peu lorsque ces anti-angiogéniques sont donnés seuls. La plupart du temps, ils sont associés lorsqu'ils sont associés à des inhibiteurs de la résorption osseuse tels que le denosumab ou les biphosphonates, le risque de nécrose de la mâchoire va largement augmenter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces agents anti-angiogéniques induisent des retards de cicatrisation, bien peu souvent des nécroses des mâchoires. En revanche, lorsqu'ils sont associés à ces deux molécules connues pour donner des nécroses des mâchoires, et bien là, le risque d'ostéonécrose augmente considérablement. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, la définition, normalement, c'est une exposition osseuse qui persiste au-delà de 6 à 8 semaines selon les définitions, et qui ne sont pas des métastases osseuses et qui ne sont pas des ostéoradionécroses, donc c'est en l'absence de radiothérapie cervico-faciale. Il existe toutefois un stade qui ne correspond pas à cette définition, c'est le stade 0 qui a été décrit notamment à partir de 2009 par l'AOMS,
qui est un stade où il n'y a pas encore, je dis pas encore, puisque évidemment avec le temps ça entraîne en général une exposition osseuse. Donc c'est un stade un peu préliminaire où il n'y a pas d'exposition osseuse, mais qui commence à y avoir des signes cliniques qui sont pas spécifiques. Donc, par exemple, sur cette première image que vous voyez en haut à gauche, donc le stade 0, vous pourriez penser à une fistule avec une nécrose de la canine, pourquoi pas. Donc, évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense en tant que chirurgien dentiste. Et bien évidemment, la première chose à faire, ça va être de tester la vitalité, enfin la sensibilité pulpaire plus exactement de cette canine, qui, je vous le donne en mille, répond parfaitement au test au froid. Néanmoins, nous avons cette fistule. Deuxième chose, vous allez faire une radio cône en place à l'intérieur de la fistule pour savoir d'où vient la fistule. Et lorsque vous allez faire votre radio rétroalvéolaire, eh bien, vous allez vous apercevoir que la fistule va sur le site donc de l'alvéole de la prémolaire qui a été extraite 1 an auparavant. C'était une dame traitée pour un cancer du sein avec des métastases osseuses, traitée par des biphosphonates IV, qui avait eu son avulsion dentaire avant de démarrer le traitement. Malheureusement, 1 an plus tard, malgré la cicatrisation muqueuse, il n'y a pas eu de cicatrisation osseuse et une surinfection du site, ce qui donc là correspond à un stade 0. Vous avez également le stade 1 qui correspond cette fois à une ostéonécrose qui est asymptomatique, donc sans signe de surinfection. Donc là, on pourrait penser à un aft, mais je vous garantis que si vous palpez, vous allez palper de l'os et il ne s'agit pas d'un aft, mais bien et bien d'une exposition osseuse. Toujours ici chez une patiente traitée par des inhibiteurs de la résorption osseuse dans le cadre d'un cancer du sein métastatique, où il y avait également d'ailleurs chez cette patiente un traitement avec des anti-angiogéniques de type Avastin, donc le bevacizumab, qui est connu pour être un anti-angiogénique très intéressant, mais malgré tout, en association avec ces IRO, entraîne ces ostéonécroses des mâchoires. Donc, pour en revenir à cette patiente, vous avez là une exposition osseuse asymptomatique, sans signe de surinfection, à peine inflammatoire. Donc, la patiente ne décrit pas de douleur. Malgré tout, on est sur un stade 1. Au stade 2, vous voyez une crête mandibulaire qui est exposée, où là, il y a des signes, là c'est symptomatique, le patient décrit des douleurs, c'est un patient avec un cancer de la prostate cette fois-ci, avec des métastases osseuses, qui a été traité par des biphosphonates par voie intraveineuse et qui présente une ostéonécrose cette fois-ci symptomatique, avec des signes de surinfection et qu'on voit très inflammatoire dans ce cas de figure. Et le stade 3, eh bien, ça correspond à une ostéonécrose qui est cette fois symptomatique, comme le stade 2, mais avec des signes d'infection et d'extension qui sont plus importants, notamment parfois avec des fistules cutanées. Vous voyez ici, qui est assez caractéristique, avec une fistule sous-mentonnière qu'on va retrouver dans les cas d'ostéonécrose de stade 3 mandibulaire. Et au niveau maxillaire, eh bien, vous allez retrouver des infections du sinus qui sont rattachées à ces ostéonécroses. Au niveau radiologique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il y a différentes formes possibles et qui ne sont pas spécifiques des ostéonécroses des mâchoires induites par des biphosphonates. Mais lorsque vous êtes dans un cas de figure d'un patient traité par ces IRO qui présentent ce type d'image avec des douleurs des mâchoires, avec ou sans exposition osseuse, et bien évidemment, la première chose à laquelle il faut penser, c'est une ostéonécrose induite par ces traitements. Donc, on va retrouver des réactions périostées, comme je vais pouvoir voir ici, que sur tout l'aspect basilaire de la mandibule qui est ici. Vous voyez, vous le retrouvez sur cette image à cet endroit-là. Parfois, vous allez avoir des aspects très ostéocondensants, comme on peut voir ici. Parfois, un aspect avec un peu mixte, hétérogène, comme vous pouvez le voir ici, et puis encore là avec parfois ce qu'on appelle la formation de séquestres osseux, c'est-à-dire de morceaux de la mâchoire qui vont se détacher, comme on peut le voir ici. Et on peut le voir encore beaucoup plus ici sur cette coupe du maxillaire, avec deux séquestres, donc deux ostéonécroses de manière bilatérale, avec un morceau d'os nécrotique qui se détache complètement ici, et puis également là. Et donc, bien évidemment, dans ce cas de figure au maxillaire, là, on est sur un stade 3 avec une atteinte des sinus maxillaires en lien avec ce séquestre qui s'est formé et donc une infection des sinus maxillaires adjacents. Donc, vous voyez des images qui ne sont pas forcément spécifiques des ostéonécroses induites par ces différents traitements, puis qu'on peut retrouver sur des ostéoradionécroses ou encore sur des ostéites dans d'autres cas de figure.
On a ici donc un autre cas clinique avec une patiente de 63 ans qui est atteinte d'un cancer du sein, qui est traitée encore une fois par ces traitements par inhibiteur de la résorption osseuse, ici Xogeva. Le Xogeva, c'est la forme commerciale du denosumab. Donc il y en a eu pendant 24 mois, puisque ce sont des injections mensuelles, comme on va le revoir. Et donc dans ce cas de figure, on a un séquestre qui s'est formé, on le voit très très bien ici, vous voyez, avec une délimitation de cet os nécrotique. Cet os nécrotique est également autour de l'implant. Donc en fait, il n'y a pas que l'implant qui bouge, c'est l'implant avec l'os adjacent qui va être mobile, ainsi que la molaire dans ce cas de figure. Et donc malheureusement, la seule possibilité pour traiter le patient va être évidemment de déposer ce séquestre qui est mobile, ainsi que l'implant qui est dedans et l'autre dent. Et surtout, ce qui va être plus compliqué, c'est de fermer la communication bucco-sinusienne qui va résulter de la dépose du séquestre osseux. Petit blocage. Voilà. Donc un autre cas clinique, c'est celui que je vous montrais tout à l'heure au niveau des aspects radiologiques. Alors finalement, cliniquement, ben, c'est pas très impressionnant. C'est ce que vous pouvez voir ici de manière bilatérale. On pourrait même penser à une racine résiduelle, éventuellement. Et malheureusement, chez cette patiente, il ne s'agissait pas de racine résiduelle, il s'agissait donc de deux ostéonécroses, donc une localisation bifocale de cette ostéonécrose maxillaire. Donc, de la même manière que le cas précédent, eh bien, dans ce cas de figure, il faut déposer les séquestres et puis fermer les communications bucco-sinusiennes et les patients seront réhabilités par des prothèses amovibles puisque bien évidemment, il va être très compliqué de proposer une prise en charge implantaire pour ces patients. Alors, pour vous dire que ces ostéonécroses, elles peuvent être à la fois à la mandibule et au maxillaire. Les ostéites, de manière générale, sont plus fréquentes à la mandibule qu'au maxillaire pour des raisons de vascularisation. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, il y a environ quand même un bon tiers, un peu plus même un peu moins, pardon, qui se localise au maxillaire, donc c'est pas rare. Et puis parfois, on a des doubles localisations, ça peut affecter le maxillaire et la mandibule. On peut avoir des patients qui présentent même 4 localisations d'ostéonécrose. Ça se voit parfois malheureusement. Alors, y a-t-il des facteurs de risque généraux de ces ostéonécroses? Eh bien oui. Donc, en dehors du traitement initial qui est pourvoyeur d'ostéonécrose, donc c'est biphosphonate et le dénosumab, il est certain que l'association avec des corticoïdes et des immunosuppresseurs, par exemple, vont augmenter le risque. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. D'accord. Très bien, très Euh, bien. Oui. Ok, parce que j'ai entendu quelque chose, j'avais peur que ça passe plus. Au niveau du terrain également, finalement s'est rendu compte que les patients âgés de plus de 65 ans étaient plus touchés par ces ostéonécroses des mâchoires. Toutefois, il y a un biais puisque on sait que les cancers sont évidemment les plus pourvoyeurs malheureusement d'ostéonécrose. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est clairement les patients traités par ces molécules dans des indications oncologiques qui vont être touchés par ces ostéonécroses. Et il se trouve que les cancers du sein et les cancers de la prostate touchent beaucoup plus fréquemment des patients de plus de 60 ans. Donc ça va de pair finalement avec l'épidémiologie du cancer plus qu'avec l'épidémiologie de ces ostéonécroses. Bien évidemment, le contexte de diabète ou encore maladie auto-immune, donc le diabète peut en faire partie, d'insuffisance rénale ou de carence en vitamine D ont été parfois comment dirais-je, associés de manière plus fréquente à ce risque d'ostéonécrose. Par ailleurs, les patients qui sont extrêmement tabagiques, évidemment, ne favorisent pas la cicatrisation, mais ça, vous le savez tous. L'alcool, pareil, et également lorsque les patients sont très dénutris ou très amaigris. Enfin, il y a certains facteurs génétiques qui ont été retrouvés, notamment des mutations au niveau de certains facteurs de croissance ou d'autres molécules. Il existe par ailleurs des facteurs de risque locaux, mais ça vous le savez un petit peu. Dès lors qu'il y a une infection dentaire, eh bien ça va augmenter le risque d'avoir des ostéonécroses et c'est bien pour ça d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, qu'il y a de la prévention à mettre en place et notamment l'élimination des foyers infectieux avant de débuter les traitements, ce qui est reconnu pour avoir un effet positif sur l'incidence de ces ostéonécroses en diminuant cette incidence par ailleurs. Donc, dans ça, en dehors du fait qu'on sache qu'une infection dentaire prédispose au risque d'avoir une ostéonécrose, on sait également, donc là c'est 1%, mais le fait d'avoir des tories euh, prédisposerait à avoir des ostéonécroses des mâchoires. Et je peux vous confirmer que dans la grosse cohorte de patients que nous avons, alors j'ai pas le pourcentage exact, on a beaucoup de patients effectivement qui ont des tories.
probablement puisqu'il doit y avoir une production, un remodelage un peu plus actif en lien avec ces tauries.